Du conseil municipal, je voudrais vous présenter Madame Nicole Gélébar qui représente le Télégramme. Si vous voulez bien vous lever, Madame Gélébar, s'il vous plaît. Si vous voulez dire un petit mot. Non, pas J'insiste, je ne suis pas débutante dans le métier, mais bon, l'indivision m'est inconnue. C'est vrai que le beau visage, ça va être plus compliqué. Donc, maintenant, le temps de me repérer. Ça va bien. Bienvenue à l'indivision. Et j'aurais voulu vous présenter d'autres personnes qui va se lever aussi. Johan, si tu veux bien te lever. Alors, Johan Schucker est assistant social, il travaille au CCAS en remplacement d'Emmanuel Montaler qui est en congé maternité. Si tu veux dire un petit mot pour Johan. Bonjour tout seul. Merci Johan. Et maintenant, on va voir des Karine, si tu veux bien faire appel. Laurence Kless. Présent. Louis Saliou. Présent. Nadine Abazu. Yvan Maury. Présent. Christine Portaillé. Présent. Jean-Luc Michel. Présent. Isabelle Apriou. Présente. Daniel Pervès. Présent. Sonia Torres. Présent. Sébastien Gézéquel. Présent. Julie Kervela. Présent. Ronan Lenven. Présent. Karine, moi-même. Frédéric Bourget. Marie Danstein, l'écrivain et bouchon. Delphine Leroux. Présent. Philippe Rivière. Présent. Corinne Duclos. Présent. Yvon Balanan. Présent. Hélène Békin. Présente. Arnaud Billon. Présent. Nadia Duterre. Marie Danstein. Philippe Delaporte. Présent. Samuel Philippot. Présent. Claude Abivin. Absent excusé. Eliane Offret. Présent. Benjamin Robert. Présent. Gaël Martineau. Gilbert Medec. Absent excusé. Et Florian Desban. Présent. Alors, Nadia Duterre a donné procuration à titre privé jusqu'à son arrivée. Claude Abivin a donné procuration à M. Philippot. Et Gilbert Medec a donné procuration à Mme Martineau. Il arrive en retard aussi. Hein. Oui. Donc, je vais vous donner la liste des décisions prises dans le cadre de l'attribution à l'article L2122 du Code général des collectivités territoriales. Des marchés de fourniture, 3 carreaux 6 places en Bobichetine, 300 € TTC, 4 carreaux 4 places maison avec 5 600 € TTC. La vitrophonie temporaire à François de Tournemire à Créatel, 552 € TTC. Enseigne espace Lucien Prigent Créatel, 3139,20 €. Porte de Ventos à Rabel, BFM, pardon, BMF, Comet, 4212 € TTC. Fourniture de 2 éducateurs pour filtrage à la cité en milieu scolaire d'Hydro et Arvor, LMPI, 5083,20 € TTC. Télésauvegarde informatique pour un an à l'MPI, 5758,70 €. Contrat infogérance informatique, LMPI 9336 €. Pare-feu serveur informatique, LMPI 1128 €. Acquisition d'un poste informatique pour assistant administratif municipal, LMPI 179 €. Acquisition de double écran pour agent LMPI 628,04 €. Logiciel gestion petite enfance, acte garde de Inno 4345,87 €. Pour les marchés de services, études de renaturation relative au concept 46 124 €. Mission de diagnostic immobilier amiant et bordure aromatique TTP diagnostic 4 884 €. Mission SPS pour le complexe sportif de Diaz-Névez, Socotec 7 680 €. Mission CT pour le complexe sportif de Diaz-Névez, Socotec 10 260 €. Étude de loi sur l'eau pour le complexe sportif de Diaz-Névez, TPAE 3 600 €. Étude de sol complémentaire pour le complexe de Diaz-Névez, Cornell 16 404 €. Étude préalable à la restauration de la chapelle Sainte-Anne, Candio Le Sage 10 800 €. Les marchés de travaux de préparation pour le hangar métallique, de Frédéric 13 143,72 €. Réflexion à l'industrie végétalisation vert et nature 21 458,80 €. Réflexion de 50 d'église, étape déjeuner d'or 2534,36 €. Curage et inspection vidéo du réseau assainissement place nationale
Sapient 1356 €. Curage et inspection vidéo du réseau assainissement rue du Manoir Sapient 363,60 €. Remplacement central introduit en maison de la nuit. Delta sécurité 3071,60 €. Demande de subvention aux partenaires financiers. Demande de financement pour la restructuration du site de Diès-Nével dans le cadre du pacte Finistère 2030, volet 2025-2026. Subvention sollicitée à hauteur de 800 000 € et dans le cadre de la DETR 2024, subvention sollicitée à hauteur de 120 000 €. Appel à projet territoire numérique de l'éducation, outil numérique pour l'école Sainte-Marie de la Mouchelle, subvention obtenue de 4 715 € pour une dépense de 7 273 €. Outil numérique pour l'école Notre-Dame de Victoire, subvention obtenue de 7 344 € pour une dépense de 10 491,19 €. Donc nous allons passer à l'ordre du jour de la commission. Le régime des autorisations d'absence, une mise à jour. Je rappelle que les articles L622.1 à L622.7 précisent les modalités d'octroi d'autorisation d'absence pour les agents publics territoriaux. La loi ne fixe pas les modalités d'attribution concernant les autorisations liées à des événements prévisés, ni celles liées à des événements de la vie courante ou à des motifs civils. Celles-ci doivent être déterminées localement par délibération après avis du comité social territorial. Des autorisations d'absence pour ces événements existent déjà au sein de la collectivité, mais il convient d'en ajouter ou d'en préciser certaines. Les règles générales appliquées à l'ensemble de ces autorisations sont les suivantes. Elles sont accordées en fonction des nécessités de service. La durée de l'événement est incluse dans le temps d'absence, même si celui-ci survient au cours des jours non travaillés. Les journées sont accordées de manière consécutive. L'octroi d'un délai de route est laissé à mon appréciation, compte tenu du trajet de l'agent pour se rendre à l'événement. 48 heures maximum aller-retour, réponse ministérielle numéro 44 068 du 14 avril 2000. L'agent doit fournir la preuve matérielle de l'événement, acte de décès, certificat médical, etc., etc. Donc je vous propose à compter du 1er novembre 2024 de retenir les autorisations d'absence discrétionnaires telles que présentées dans le tableau que vous avez dû tous voir. Donc je veux vous dire aussi qu'il y a eu un avis unanime au niveau du CSP. Il est donc proposé au Conseil municipal d'adopter avec effet au 1er novembre 2024 le tableau ci-dessus présenté. Y a-t-il des questions? Toutes les interrogations ont été faites au niveau de la commission, tout le monde était d'accord. Donc je vais mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, je vous remercie. La délibération 2, le règlement de formation. Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu par le statut de la fonction publique territoriale. Il garantit à tous les agents de la collectivité, quel que soit leur statut titulaire, stagiaire ou contractuel. La formation professionnelle tout au long de la vie des agents territoriaux a pour objet de leur permettre d'exercer avec la meilleure efficacité les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction des usagers et du plein accomplissement des missions de service. La formation professionnelle doit favoriser le développement des compétences, faciliter l'accès aux différents niveaux de qualification existants, du compte personnel de formation, de définir la prise en charge des frais pédagogiques. De même, il définit les modalités de prise en charge des frais de déplacement, de repas et d'hébergement, suivant les différentes formations. Ce règlement pourra être adapté pour tenir compte, le cas échéant, l'évolution future de la réglementation de nouvelles dispositions mises en œuvre par la collectivité. Un plan de formation pluriannuel sera par la suite présenté. Ça a été un avis aussi unanime au niveau du CSP et au niveau de la commission. Donc je vais mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, je vous remercie.
Délibération numéro 3, la modalité d'application du compte épargne-temps. Le CET permet aux agents d'épargner les congés non pris durant l'année civile en cours en vue d'une utilisation ultérieure dans les conditions définies par la présente délibération. L'instauration du compte épargne-temps est obligatoire dans les collectivités territoriales et dans leurs établissements publics. Il revient à l'organe délibérant de déterminer les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture, ainsi que les modalités d'utilisation des droits. Les modalités d'alimentation et d'utilisation du compte épargne-temps doivent être précisées. Il convient de fixer les modalités d'application de la façon suivante. Le bénéficiaire du CET, pour bénéficier de l'ouverture d'un compte épargne-temps, il faut réunir 3 conditions. Avoir la qualité de fonctionnaire ou de contractuel de droit public, être employé à temps complet ou non complet ou exercer ses fonctions à temps plein ou à temps partiel au sein de la collectivité, être employé de manière continue au sein de la collectivité et avoir accompli au moins un an de service. Pour l'ouverture du CET, l'ouverture d'un compte épargne-temps se fait à la demande expresse de l'agent. Cette ouverture peut être sollicitée à tout moment. L'alimentation du CET, elle se réalise via une demande de l'agent. Cette demande doit intervenir avant le 31 décembre de l'année en cours. Le compte épargne-temps est plafonné à 60 jours. L'alimentation se fait au moyen de congés annuels, RTT ou repos compensateur. Comme précisé par le décret, l'alimentation du CET nécessite la prise de congé annuel d'une durée minimale de 20 jours. Cette durée est proratisée en fonction du temps de travail de l'agent. Dès lors, l'alimentation du CET est possible dans les proportions comme présentées dans le tableau qui vous a été donné ci-dessus. Pour les modalités d'utilisation du CET, l'agent peut utiliser les jours de congé épargnés sous forme de congé sous réserve des nécessités de service. Tout refus de l'autorité territoriale doit être motivé. En cas de refus, un recours de l'agent est possible. Un avis de la commission administrative paritaire devra être sollicité. La notion de nécessité de service ne pourra être opposée en cas de cessation définitive de fonction, ou si la demande fait suite à un congé maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'un congé de proche aidant ou congé de solidarité familiale. La collectivité a opté pour la possibilité d'indemniser ou de placer en épargne retraite les jours épargnés. Les jours épargnés sont alors sondés en 2 parties. Vous avez encore un tableau, vous avez plus vu. Il appartient alors à l'agent de faire part de son droit d'option à compter du 16e jour épargné au service gestionnaire avant le 31 janvier de l'année suivante. À défaut de choix, les jours concernés sont transformés en points RAFP pour les fonctionnaires de la CNRACL. Les jours concernés sont indemnisés pour les fonctionnaires IRCANTEC et les contractuels de droit public. Les conséquences de la mobilité et fermeture du CET, lorsque le fonctionnaire change de collectivité ou d'établissement par voie de mutation, d'intégration directe ou de détachement, les droits sont ouverts et la gestion du compte est assurée par la collectivité ou l'établissement d'accueil. En cas de mobilité auprès d'une administration ou d'un établissement public relevant d'une autre fonction publique, l'agent conserve le bénéfice des droits au congé acquis au titre de son CET, conformément aux règles applicables dans cette administration ou établissement d'accueil. L'autorité territoriale est autorisée à fixer par convention signée entre 2 employeurs les modalités financières de transfert des droits accumulés par un agent qui change par la voie d'une mutation ou d'un détachement de collectivité ou d'établissement. En cas de disponibilité ou de congé parental, l'agent conserve ses droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l'administration d'origine. En cas de mise à disposition auprès d'une organisation syndicale représentative, la collectivité ou l'établissement d'affectation assure l'ouverture des droits et la gestion du compte. Dans le cas de la mise à disposition, l'agent conserve ses droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l'administration d'accueil. En cas de décès de l'agent, ses ayants droit peuvent prétendre à l'indemnisation forfaitaire des congés non pris au titre du CET. Avis unanime du CST, avis unanime aussi de la Commission. Donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, je vous remercie.
Mise à jour des modalités de versement du régime indemnitaire en cas d'absence au titre du congé de longue maladie et du congé de grave maladie. Chaque assemblée peut instaurer un régime indemnitaire selon les mêmes dispositions que celles prévues par les fonctionnaires de l'État, des corps équivalents, ou opter pour la conception d'un système original en respectant le principe selon lequel les agents territoriaux ne peuvent percevoir un montant global du revenu supérieur à celui auquel pourraient prétendre les fonctionnaires d'État, un corps équivalent au cas des endroits concernés. Il en va de même concernant le sort réservé aux primes en cas d'absence. Il est proposé de faire évoluer la délibération du 27 juin 2024 portant sur le régime indemnitaire uniquement s'agissant des conditions de versement en cas d'absence lorsque l'agent se trouve placé en position de congé longue maladie ou congé de grave maladie. Congé longue maladie, grave maladie, les agents bénéficieront du maintien du régime indemnitaire dans les proportions suivantes. 33% la première année, 60% les deuxième et troisième années. Il est également précisé que lorsque l'agent est placé en congé de longue ou grave maladie, à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé de maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie lui demeurent acquises. Les primes resteront suspendues en cas de déplacement en congé de longue durée. De même, lorsque un placement en congé de longue maladie, lorsque le fonctionnaire est placé en congé de longue durée à la suite d'une période de congé de longue maladie rémunérée à plein traitement, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé lui demeurent acquises. Compte tenu du principe de libre administration des collectivités territoriales, l'organe délibérant peut dorénavant modifier la délibération régissant les primes versées aux agents afin de transposer au plus tôt, à compter du 1er septembre 2024, les règles applicables à la fonction publique de l'État. Il est donc proposé de délibérer à nouveau afin de prendre en compte cette nouvelle garantie pour les agents placés en longue maladie ou grave maladie. Le prochain conseil municipal se déroulant en octobre. Cette nouvelle règle sera applicable dès le 1er novembre 2024 au sein de la ville de l'État. Et vous, on avait délibéré dans l'autre sens et j'ai été indigné parce qu'il n'y avait plus de prise en charge des personnes la dernière fois, donc je suis bien content qu'on soit revenu à l'antenne. Donc c'était unanime au niveau de la commission. Je vous propose de mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Le régime indemnitaire de la filière police municipale à compter du 1er janvier 2025. Les fonctionnaires relevant des cadres d'emploi de la police municipale et les fonctionnaires relevant du cadre d'emploi des gardes champêtres bénéficient d'un régime indemnitaire spécifique qui ne relève pas du régime indemnitaire général dénommé RIFSET, attribué aux autres cadres d'emploi de la fonction publique territoriale. Est actuellement perçue l'indemnité d'administration et de la technicité, IAT, ainsi que l'indemnité spéciale mensuelle de fonction. Un nouveau régime indemnitaire de fonctionnaires relevant des cadres d'emploi de la filière police municipale a été institué par le décret numéro 2024-114 du 26 juin 2024. Il prend la dénomination d'IFFE, indemnité spéciale de fonction et d'engagement. Elle est composée d'une part fixe et d'une part variable et s'adresse désormais à l'ensemble des fonctionnaires des cadres de l'emploi de la filière de la police municipale. Ce nouveau régime indemnitaire a vocation à remplacer dès le 1er janvier 2025 les précédentes indemnités perçues dans les cadres d'emploi relevant de cette filière. Les nouvelles dispositions proposées par ce décret répondent à la volonté de simplifier et rendre plus attractif le régime indemnitaire des policiers municipaux et gardes champêtres, ça n'existe plus vraiment, lesquels exercent des métiers en tension. Au regard de ces éléments, la collectivité souhaite instaurer l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement dans les conditions qui sont présentées ci-dessous, et le régime indemnitaire sera composé d'une part fixe et d'une part variable. Bien entendu, les agents de la police municipale ne reçoivent pas un régime indemnitaire inférieur à ce qu'ils avaient et ce qu'ils reçoivent aujourd'hui. Donc on remet les choses
à plat, mais je ne sais pas si ça va simplifier beaucoup les choses. Donc, je vais mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, je vous remercie. La modification du tableau des emplois communaux. Il est rappelé que le conseil municipal crée les emplois de la collectivité nécessaires au fonctionnement du service et la collectivité territoriale prévoit à la nomination de ces emplois. Il est donc proposé au conseil municipal de modifier le tableau des emplois communaux afin d'intégrer les modifications d'emploi exposées ci-dessous. Parce que l'activité du service nécessite création d'un emploi directeur adjoint délégué à l'espace public à temps complet, calibré sur l'ensemble du cadre d'emploi des techniciens jusqu'au grade d'ingénieur. Suppression du poste de chargé de suivi technique polyvalent à temps complet, calibré sur l'ensemble du cadre d'emploi des techniciens. Création d'un emploi d'agent polyvalent régie bâtiment, plombier électricien à temps complet, calibré sur l'ensemble du cadre d'emploi des adjoints techniques jusqu'au grade d'agent de maîtrise. La direction population enfants-jeunesse renouvelle chaque année quelques agents sur des missions qui s'avèrent permanentes. Il est proposé de pérenniser le poste. Cela concerne l'ensemble des postes ci-dessous. 4 emplois d'animateurs enfants-jeunesse à temps non complet, 30 heures hebdomadaires, calibrés sur l'ensemble du cadre d'emploi des adjoints d'animation. Je vais donc mettre aux voix qui est contre. Excusez-moi, je voulais juste intervenir concernant la création de l'emploi de directeur adjoint délégué à l'espace public. Est-ce que vous pouvez préciser quel est le poste qui est concerné? C'est le directeur adjoint des services publics, ce sera donc l'adjoint de Madame Mullier. D'accord. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, merci. Modification statutaire de la CCPL. Lors de la séance du 25 juin 2024, le Conseil communautaire a validé la modification des statuts communautaires aux articles 2.2, politique de logement et du cadre de vie, actualisation de l'article, et 2.6, action sociale d'intérêt communautaire, modification de l'intérêt communautaire associé à la compétence. La communauté de communes du Pays de Landivisiau est gestionnaire d'une halte garderie itinérante depuis mars 2015, intervenant dans les communes de moins de 3500 habitants sur le territoire communautaire. Territoire à dominante rurale et doté d'un tissu économique dynamique, la CCPL jouit d'une certaine attractivité, avec une population relativement jeune, où la question de l'accueil des jeunes enfants est une thématique majeure. Dans le cadre de sa convention avec la CAF, la CCPL s'est engagée en mai 2022 dans le dispositif IDEA, informer, détecter, accompagner, afin de réinterroger les modalités de fonctionnement de la halte garderie itinérante, son inscription dans le paysage local, le projet social et économique de la structure. Par ailleurs, la CCPL doit faire face à une baisse du nombre d'assistantes maternelles sur le territoire et de fait à la baisse de son offre d'accueil. 200 000 assistantes et assistants maternels en activité en 2023 contre 277 en 2018. L'âge médian des assistantes maternelles se situe entre 45 et 49 ans, avec 19 assistantes maternelles ayant plus de 60 ans, ce qui implique évidemment des départs à la retraite conséquents dans les prochaines années. Or, les assistantes maternelles restent les principales actrices de l'accueil régulier des jeunes enfants sur le Pays de Landivisiau, en l'absence de ce jour d'une offre de garde collective régulière de type multi-accueil. C'est pourquoi la communauté de communes du Pays de Landivisiau a engagé une étude en vue de définir les solutions à porter face à cette situation problématique pour les familles de jeunes enfants et de faire évoluer son service de halte garderie itinérant en milieu rural. Au regard du diagnostic posé, les acteurs du secteur ont ainsi soulevé l'enjeu de la création de structures d'accueil collectif en lieu et place de la halte garderie itinérante comme un enjeu de développement et d'attractivité du territoire. Cette évolution de la halte garderie itinérante vers des solutions de garde collective régulière à l'échelle de nos communes de moins de 3500 habitants constituant un enjeu majeur.
Il est donc proposé de modifier l'article 2.6 des statuts de la communauté de communes et en ce sens à travers l'évolution de la définition de l'intérêt communautaire de la compétence action sociale d'intérêt communautaire en y déclarant comme étant d'intérêt communautaire la création et la gestion de multi-accueils de 24 places maximum dans les communes de moins de 3500 habitants. Les lieux d'accueil enfants-parents, la gestion d'un relais petite enfance précédemment à l'article 2 des statuts sous la dénomination relais parents assistance maternelle. Par ailleurs, il convient également d'actualiser les statuts de la CCPL en son article 2.2 en supprimant la compétence gestion administrative du contrat enfant-jeunesse, car ce dispositif CASP n'existe plus. En supprimant la compétence gestion d'une halte garderie itinérante du fait de l'évolution du service vers une offre de multi-accueil et en intégrant la compétence gestion d'un relais parents assistante maternelle dans la liste des actions d'intérêt communautaire de la compétence action sociale d'intérêt communautaire sous la dénomination gestion d'un relais petite enfance, nouvelle dénomination du relais parents assistante maternelle. Conformément à l'article 52.11.17 du Code général des collectivités territoriales, les transferts de compétences sont décidés par délibération concordante de l'organe délibérant et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale, soit les 2 tiers au moins des conseils municipaux, représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté, ou inversement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur ces modifications statutaires. À défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable. Il est donc proposé au conseil municipal d'appliquer la modification statutaire qui a été décorant ci-dessus, d'approuver les statuts de la CCPL modifiés en ce sens et tels que figurant en annexe de la présente délibération, de solliciter M. le préfet en vue de la prise d'un arrêté portant une modification statutaire. Donc vous avez tout en annexe. Donc, je vous propose de mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour l'unanimité sur le. La délibération suivante est la convention de financement du service de mobilité navette-gare avec la CCPL pour la période 2021-2024. Avenant numéro 1. Sur réseau local par navette intervenant sur le territoire mobilisien, et je rappelle que c'est financé 50% du bilan individuel, 50% CCPL, il est proposé au conseil municipal de conclure un avenant à la convention de financement avec les CCPL du 1er octobre au 31 décembre 2024, cela suite à l'enquête qui est faite pour voir les différents arrêts de la navette et s'il y a d'autres services à rendre avec cette navette. Donc c'est pour ça qu'on continue 3 mois supplémentaires afin de rediscuter de la convention. Donc je vais mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité sur le. La délibération 9, c'est la déclaration d'intention du conseil municipal sur le projet de construction d'une nouvelle caserne de gendarmerie sur le secteur de Kervanus. Il est précisé qu'afin de porter ce projet auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale et d'obtenir la décision d'agrément de principe immobilier, le conseil municipal est invité à confirmer son intention sous forme de délibération, précisant les éléments ci-dessous: nature de l'opération projetée, construction d'une caserne de gendarmerie comprenant des locaux de service, des locaux techniques et des logements, effectifs pris en compte, communauté de brigade de l'individu, 1 officier, 15 sous-officiers, 2 gendarmes adjoints volontaires, brigade mobile à composante équestre à l'individu, d'où cette nouvelle délibération, c'est 6 sous-officiers, donc 6 logements nouveaux, nature dans le cas juridique retenu, le décret numéro 2016-1884 du 26 décembre 2016, garantir les prêts contractés par un office HLM. Il est donc proposé au conseil municipal de confirmer son intention de porter le projet de construction de la nouvelle gendarmerie. Donc le projet est toujours en cours.
Donc, oui, Monsieur Philippot, allez-y en premier. Monsieur Philippot, Ouais, donc, ce qui nous embête un petit peu par rapport à cette délibération, c'est qu'en fait, on a peu d'éléments, si ce n'est même pas d'éléments du tout. Et à partir du moment où on confirme notre intention, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se dédire. Et c'est là la problématique. C'est-à-dire, quelle emprise on aura au sol? Moi, je compte là, on a à peu près 20 silos, on est entre 3 et 4 hectares. Avec la loi ZAN qui va s'appliquer aussi, on va, entre guillemets, consommer toute notre possibilité de construire du logement. Et tout ça sera pris par une gendarmerie. Pardon? Ça fait partie du logement. Oui, j'entends, effectivement, ça fait partie du logement, mais... Ils ont des logements sur l'Ambrisio, par exemple. Et la brigade des caisses, elle aura besoin de logements. Oui, mais justement, ça fait une emprise au sol qui est énorme et qu'on ne maîtrise pas, en fait. Le ZAN peut très bien ne pas compter cette surface, parce que c'est un pôle collectif d'État. C'est-à-dire que ce n'entrerait pas dans le décompte de la consommation de terrain agricole. J'entends qu'effectivement, il peut y avoir ce genre de dérogation. Ça peut être, enfin, Ah oui, c'est ça, voilà. Mais voilà, le problème il est là, c'est que là, pour l'instant, rien n'est fait. On n'a aucun élément. Moi, ça m'embête de donner un chèque en blanc ou un blanc-seing sur quelque chose dont on n'a rien. Et à partir du moment où c'est fait, on ne pourra plus se dédire. Moi, ça m'embête. Très clairement, je pense que on ne peut pas voter pour. Le but est quand même de conserver la gendarmerie. Ah oui, on est d'accord. Il faudra bien la trouver. Oui, mais On va bon. trouver une solution pour les loger. Oui, j'entends. Mais comme ça se fait aussi dans beaucoup d'endroits, on peut très bien imaginer une rénovation de la gendarmerie qui serait ici et les logements seraient en ville et autres. Enfin, ça se fait aussi ailleurs. Hein. Je pense qu'ils ont dû déjà faire de l'étude par rapport aux bâtiments existants. Et la gendarmerie de l'Ambrisio ne leur appartient pas. Et elle appartient au département. Ouais, bah, Parce que la question, c'est la consommation de terrain. bah oui, entre autres. Non, mais Entre autres. ça, je pense que ce ne sera pas pris en compte pour le Bon, alors là, je crois que ce que je vois là-dessus, très clairement, ça change. Bah, on vient de voir qu'effectivement, là, l'obligation à la CCPL, par exemple, d'avoir un rigido. Ce sont des emprises, ce sont des routes, ce sont des emprises donc, pour la collectivité. Donc, ce sera certainement pas pris. Et puis les gendarmes, c'est les habitants de De toute façon, une près de C'est pas 8000 ça le mètres carrés. Le problème, il n'est pas les gendarmes sont là ou pas là, enfin, c'est pas du tout le problème. Dans ces logements-là, ils vont libérer des maisons sur l'Ambrisio. Et ça permettra à d'autres familles d'habiter sur Ouais, l'Ambrisio. enfin, la demande est tellement colossale que de toute façon, ça comblera. C'est bien. Mais bon, voilà. Ça veut dire Mais- qu'il y a Après, Moi, je trouve qu'on a- pour pas avoir un projet d'habitat sur l'ancienne caserne. Moi, je trouve qu'on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir se positionner. Là, actuellement, on manque d'éléments, très clairement. En fait, c'est la démarche de la gendarmerie de demander Ouais, l'intention du conseil municipal. Ouais, bah oui, mais après, on ne peut plus rien Je faire, en crois fait. que bon, généralement, si les projets. Oui, bon, on ne peut plus dire, bah non, en fait, on peut plus. Bah oui, on revient. Mais on a 4 hectares et demi sur ce site-là. Oui, mais bon. Et l'emprise sera environ d'1 hectare. Bon, je pense que c'est Uniquement pour la gendarmerie. la première pierre pour un aménagement de ce secteur-là. C'est ça qui va conditionner tout le reste de l'aménagement. Donc on va avoir voilà, une entrée, une caserne, du logement, et à partir de là, on va greffer et étoffer toute cette zone. Oui, d'accord, mais Ah, 4 hectares et demi. On a 4 hectares et demi. L'emprise au sol, là, je compte à peu près 26 lots, plus la gendarmerie, etc. On est entre 3 et 4 hectares. En gros, il va rester quoi? C'est un bâtiment en hauteur. C'est les appartements. Ce sont des appartements, hein, je ne sais pas, ils ne vont pas avoir tous des petites maisons. Hein. Je sais Mais pas on la sait mode pas. actuelle, hein, enfin, très clairement. On parle d'un hectare au sol. La gendarmerie uniquement. On n'a pas mais l'info les là-dessus. logements. Les gendarmeries, ce sont des petits immeubles. Si. C'est l'ensemble, hein. On va consommer 10 000 mètres carrés. C'est un grand maximum d'hectares. C'est pas un village de gendarmes. Hein. Ah, c'est quand même un beau projet. Ouais. C'est quand même un beau projet. C'est très dommage de l'arrêter. Ouais, mais il n'empêche que, enfin- C'est ce genre de projet qui va être 10 ans avant d'aboutir. Alors, autant continuer, ce serait quand même dommage de l'arrêter au bout de 4 ans. Faut être très clair, on n'est pas contre. En 2020. Non, mais enfin, qu'on soit bien clair, on n'est pas contre du tout. C'est pas du tout là le problème. C'est qu'actuellement, on nous propose de voter pour quelque chose sur lequel on ne pourra pas revenir en arrière et sur lequel on n'a quasiment pas d'éléments. C'est ça qui est embêtant. Monsieur Philippot, on a déjà voté en 2020. Là, Oui. on nous demande de revoter parce qu'il y a justement plus de gendarmes. C'est 6 gendarmes supplémentaires, donc 6 appartements supplémentaires. On aura donc On va la dire qu'on va même- s'engager pour 20 si on a 26. On aura donc la même position. Pour nous, on s'abstient. On va mettre au revoir, mais c'est votre choix. Madame Martineau, je vous laisse. Oui, moi c'était la question, pourquoi on me posait la question au conseil municipal, mais vous venez de me répondre, c'est parce qu'il y a un nombre de gendarmes supplémentaires. Oui.
Par contre, le mot porter le projet par la ville de Landivisiau, moi je ne le trouve pas très approprié. Généralement, quand on porte un projet, c'est qu'on le finance, on fait l'ingénierie. Donc, et la première fois qu'on avait voté en 2021. Non, novembre 2020. Novembre 2020. Oui, mais il y a le 28 mai, ah oui, c'était autre chose. On avait mis déclaration d'intention de conseil municipal sur le projet de construction. Donc c'était juste donner notre avis sur un éventuel projet de construction. Et là, maintenant, l'intitulé du vote, c'est de porter le projet. Donc c'est pas tout à fait pareil. C'est pas la ville qui va payer. Justement, On peut peut-être remplacer le mot porter par faciliter le projet. Oui. bah voilà, faciliter Ça peut vous... toutes les démarches, mais porter, je trouve que c'est Ouais, mais pas... c'est faciliter le projet. Généralement, quand on porte un projet... Trouver un terrain. C'est un terme utilisé, porter un projet. Non, par exemple, on l'utilise là. Vous voyez, par exemple, le projet sera porté par Finistère Habitat, par exemple. Je ne sais pas si Non. ça sera Finistère Habitat. Non, Un organisme. ça sera un étude. Donc, je trouve que le mot approprié n'est pas porté. Ils sont pas payés par l'État. Il faut accompagner le projet, faciliter la construction. Et par rapport aux surfaces, c'est vrai qu'on avait déjà demandé, lorsqu'on avait voté la première fois, nous, au moins, de mettre une surface maximum pour l'emprise de ce projet. Donc, on réitère C'était un hectare. notre Pas de précision. Donc, quand on aura plus d'informations, Là, il n'y a pas de décision au niveau national. là, c'est délibéré vraiment pour Pour l'intention d'accueillir la gendarmerie de Castructure. Mais quand j'entends M. Maury qui dit on va attendre de voir quelle est l'emprise que la gendarmerie va prendre et ensuite on construira notre projet autour, ben, je trouve que c'est pas dans ce sens-là qu'il faudrait prendre les choses. Il faudrait mieux se dire on a l'intention de faire tel projet sur cette zone-là et on réserve pour la gendarmerie tel zonage, par exemple. Mais je trouve que c'est pas la chose. C'est la première pierre de cette zone. Bon, après, on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on fait des pavillons rez-de-chaussée, on a donc 20 ou 22 logements à créer, ou est-ce qu'on fait R+2, R+1, donc l'emprise va être variable en fonction de ces éléments. Et après, on verra. Parce qu'en fait, il y aura un schéma de faisabilité, et il va évoluer suivant les réponses qu'on aura de l'État. Donc, vous confirmez ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas. On ne sait même pas si la nature du terrain peut accepter du R+2, etc. On n'en sait rien. Donc, pour l'instant, je dis, on n'a aucun élément. Donc, s'il faut construire, c'est pas 22, mais c'est 26 logements. L'intention S'il de faut... accueillir la caserne de gendarmerie, c'est ça qui est important. Non, mais... Ça ne conteste non, pas. ce qui est important, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas non plus griller toutes les terres et donner tout à une gendarmerie. C'est ça qui est important. J'ai bien compris que vous alliez vous abstenir. Mais on va quand même mettre au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4. Qui est pour? Je vous remercie. Ouais. Alors, la délibération suivante est la demande d'un prêt d'honneur pour les étudiants. Donc, le dossier a été présenté en commission. Donc, il est proposé au conseil municipal d'accorder un prêt d'honneur de 1 500 à l'étudiant qui est domicilié sur l'Andivisio. Donc, je mets au voix. Vous m'avez entendu? Parce que finalement, j'ai l'intention pour faire ce qu'on veut, on peut prendre la partie de tarif. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci pour lui. J'ai levé deux bras. Et la motion suivante, la motion de soutien à l'Université de Bretagne occidentale. Le conseil d'administration de l'Association des maires et présidents du PCI du Finistère, réuni le vendredi 13 septembre dernier au sein de l'Université de Bretagne occidentale, a adopté à l'unanimité une motion de soutien à l'UBI. Par cette motion, l'AMF encourage les collectivités à soutenir le développement, l'attractivité et le dynamisme économique de l'université, actrice majeure au service de territoire et de sa jeunesse. Il a rappelé que l'UBO a été créé en 1971 afin de permettre à la jeunesse du territoire d'accéder sur place à un vaste panel de formations
et de discipline enseigneuse. L'UBO est un établissement de proximité qui rayonne au niveau national et international avec plus de 300 formations adossées à une recherche de pointe menée au sein de l'université. À l'écoute du monde socio-économique des professionnels des territoires comme des évolutions technologiques et sociétales, les formations de l'UBO répondent aux besoins de recrutement actuels et futurs. L'UBO est aussi l'un des employeurs les plus importants du département, avec des conséquences multiples pour l'économie locale. Une étude de l'ADEPA sur l'Université de Bretagne occidentale, son poids économique dans le Finistère en 2021, présente ainsi l'impact positif de l'UBO localement. Les résultats montrent une augmentation en 2021 de plus de 20% en 10 ans des emplois générés par la présence de l'UBO, avec un total de 5 484 emplois. Du point de vue financier, l'UBO injecte 253 millions dans l'économie locale. Or, l'UBO est confronté aujourd'hui à des difficultés financières liées à une dotation de l'État qui n'est plus alignée avec les effectifs étudiants actuels de l'université. En effet, en une dizaine d'années, plus de 5 000 étudiants supplémentaires ont été accueillis à l'UBO, alors qu'il y a une dizaine d'années, la dotation était pour l'UBO de 9 097 € par étudiant. Cette dépense de l'État par étudiant est désormais de 7 246 €, soit un manque de 44 000, avec pour conséquence que 4 200 étudiants n'étaient pas financés par l'État en 2022-2023. Il est donc proposé au Conseil municipal d'adopter une motion de soutien telle que présentée ci-dessous. Réunis en conseil d'administration le vendredi 13 septembre, les administrateurs de l'association des maires et présidents du PCI du ministère ont évoqué le nécessaire soutien à l'Université de Bretagne occidentale. L'UBO a une grande importance pour le développement économique, social et culturel du ministère. L'excellence de la formation dispensée par l'UBO est reconnue au niveau national et international. Cependant, l'UBO, rencontrant des difficultés financières, limite sa capacité à remplir ses missions de service public. Le Conseil municipal s'associe à l'AMF de France et appelle l'État à rétablir une équité de financement pour les universités en mettant fin à toute inégalité de dotation par étudiant. S'engage à travailler aux côtés de l'UBO pour défendre ses intérêts et promouvoir son développement. Je me chargerai de transmettre cette motion au ministère de l'Enseignement supérieur au pavillon du métro rue Descartes à Paris. Je pense que vous êtes tous d'accord pour soutenir cette motion, donc je vais mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, je vous remercie pour vous j'avais dit que j'étais compté sur la route de l'entreprise pour les futurs. Monsieur Sago. Donc, la délibération numéro 12, transfert de compétences eau potable. En fait, il s'agit des transferts des résultats de clôture. Donc, depuis le 1er janvier 2024, une mémoire, pour rappel, la compétence eau potable a été transférée à la Comcom. Les budgets des services eau potable sont soumis au principe de l'équilibre financier, bien entendu. L'application de ce principe nécessite l'individualisation des opérations relatives à ce service. Un budget spécifique est substantiel sur la seule redevance acquittée par les usagers. C'est pourquoi les résultats de clôture du budget annexe AEP et du budget SNI, dont le syndicat compétent mixte compétent jusqu'au 31/12/2023 en matière de production d'eau potable, sont à transférer en tout ou partie à la communauté de communes Pays de l'Orbizo pour lui permettre de financer les charges et les services transférés sans augmenter la redevance ou devoir emprunter une somme qui a déjà été financée par l'usager. Ce transfert doit donner lieu à délibération concordante de la communauté de communes et de la commune concernée. Je vous passe les vues. Il est donc proposé au conseil municipal de rappeler que les résultats du budget du service eau potable constatés au 31/12/2023 sont les suivants. Pour la distribution de la commune de l'Orbizo, budget AEP, vous rappelle un résultat de fonctionnement reporté, un excédent de 532 350,58 €. Un solde d'exécution de la section d'investissement reporté, un excédent de 56 558,52 €. Pour la production du SNI de l'Orbizo,
la part de la ville de Landivisiau. Résultat de fonctionnement reporté, un excédent d'1 232 198,66 € et un solde d'exécution de la section d'investissement reporté, un déficit de 39 850,39 €. Rappelez que s'agissant de l'eau potable, la règle de transfert des résultats budgétaires fixée par la délibération du Conseil communautaire du 15 novembre 2023 fixe à 30% du résultat du budget distribution et à 100% du résultat du budget production d'eau potable les montants transférables à la communauté de communes. Dire qu'en conséquence, le transfert de l'excédent de fonctionnement du budget annexe AEP de la ville de Landivisiau s'effectue via l'émission d'un mandat imputé sur le compte 65 188 pour un montant de 159 705,17. Dire que le transfert du solde positif d'exécution de la section d'investissement du budget annexe eau potable de la ville s'effectue via l'émission d'un mandat sur le compte 1068 pour un montant de 16 967,56 €. Dire que le transfert de l'excédent de fonctionnement du budget SMI, la part ville de Landivisiau, s'effectue via l'émission d'un mandat imputé au compte 65 888 pour un montant de 1 232 198,66 €. Et dire que le transfert du solde négatif d'exécution de la section d'investissement du budget du SMI s'effectue via l'émission d'un titre sur le compte 1068 pour un montant de 39 850 €39 €. Dire que les crédits nécessaires à la réalisation de ces transferts de résultats suffisés seront inscrits au budget 2024 de la commune. Donc il y avait un avis favorable de la commission. Avec des questions. Lors de la commission, donc, vous savez, vous avez dit que c'était une rectification d'erreur qui a été commise. Alors, il y a en effet, dans un travail qui avait été effectué par le cabinet Expédient, on a relevé un nombre d'erreurs, donc ça se sont vraiment les bons chiffres. Donc là, c'est une modification. Ah non, c'est nous qui avions raison dans nos chiffres. Le cabinet Expédient avait quelques erreurs dans ses chiffres. Ça veut dire qu'on a payé quelqu'un pour faire les comptes, mais c'est pas bon. On a adressé un courrier à Mme Eugénie Delesprit en indiquant que la ville ne comprenait pas les chiffres que le cabinet Expédient avait fournis. Donc elle a vérifié en effet que c'est les chiffres qui sont là devant vous qui étaient. Voilà, aussi du cabinet. Comme ça, il y a un vrai travail avec. On a rattrapé la chose en reprenant les comptes avec les services financiers établis. Hein, et voilà. Comme ça. Donc, ils n'avaient pas que ça dans leur mission, hein, mais oui, mais enfin bon. parce que leur mission principale portait sur le patrimoine. Oui, d'accord. Et l'intégration du patrimoine dans les unités. Donc ça veut dire qu'il y avait une rentrée d'argent là, à un moment donné qui venait du compte à EPP, que vous aviez annoncé, qui n'est pas bon. Si. Les chiffres au niveau de la ville n'ont pas bougé. C'est bon, hein. Tout est Au niveau de la ville. Non. C'est le rapport qu'a transmis Expédient à la communauté de communes. Ah, par rapport à vos chiffres, à vous. Voilà, c'est ça. D'accord. Ah non, c'est pas la communauté. Donc, Ouais, il est oublié à dire aussi que la ville de Landivisiau garde à peu près 1 029 033,04 € détournés des sommes facturées sur l'eau aux Landivisiens et que la ville garde discrètement sans dire véritablement ce qu'il en est. Alors, j'aurais du mal à dire ça, dans la mesure où il y a 1 232 000 pour le SMI et 532 000 pour l'AEP. Ouais, alors il faut prendre la page 34. Et en fait, quand on regarde sur les restes, Oui. si je prends par exemple sur l'AEP, on est donc à 176 000 moins 672 à 30%, donc moins 588, il nous reste
41 4 millions, attendez, j'ai tellement de zéro. 412 236. Évidemment, sur le SMI, rien du tout, puisque c'est du 100%. Vous êtes loin du million. Hein. Et 41% pour ce qui est Lucial. Oui. Donc ça nous fait 616 796 en tout. 1 million 29 000. Donc, vous parlez d'1 million, et vous oubliez surtout une chose, monsieur Philippot, c'est que a été transféré à la communauté de communes l'eau, l'assainissement. Mais vous oubliez le troisième volet, la GEMAPI. Et la gestion des eaux pluviales est restée à la ville. Et ça aussi, il faut ça fait partie du sujet. C'est aussi pour ça que les communes, hein, et d'ailleurs vous l'avez délibéré le 21 novembre, hein, a demandé justement à garder des financements pour gérer les pluviales. Et Dieu sait si à la ville de Landivisiau, on a quand même un réseau d'eau pluviale très conséquent, en particulier dans la gestion des eaux pluviales de la zone du Verne, qui reste de notre compétence, et sur lesquelles, tôt ou tard, hein, on aura certainement des travaux de réhabilitation à faire, hein, s'il y a des extensions au niveau de la zone. Je pense en particulièrement à ce qu'on appelle habituellement l'étang Billon, c'est l'étang Carusunel, qui est un captage d'eau pluviale pour éviter justement que le lapic ne soit en surverse. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il y a la gestion des pluviales également. Et celle-là n'a pas été transférée. Je ne l'oublie pas, mais c'est quand même 1 029 000 qui a été pompé. Non, pas 1 million. Vous parlez de 600 000 au niveau du... 400 et 600. Donc on est à 1 029 033 04. C'est précis, c'est vos chiffres. Hein. Je veux dire, je les invente pas. Ce sont que les pourcentages qui ont été retenus par l'ensemble des communes de la communauté de communes. Non, mais enfin, je veux dire, évidemment, c'est une belle aubaine. Hein. Enfin, vous l'avez voté, pour beaucoup de communes, hein. C'est une belle aubaine. Hein. Je ne vous ai pas entendu lever la main pour dire que vous étiez contre cette répartition. Cette répartition, non, tout à fait, mais je l'admets totalement, hein, vraiment. Mais c'est maintenant où, effectivement, quand on se plonge un peu plus dans tous les documents qu'on nous envoie au dernier moment, pour être honnête, hein, effectivement, on découvre tout un tas de choses. Je pense que vous connaissiez, il y a les rapports d'activité, mais les deux présidents du SMI et du CIAL ici présents, anciens présidents, hein, il y avait les rapports d'activité des deux syndicats qui étaient présentés au conseil municipal tous les ans. Donc vous ne découvrez pas. Non, mais on parle de. Non, c'est pas ça. On parle pas de ça, on parle de la clôture des comptes, mais on ne parle pas des rapports d'activité. Mais dans les rapports d'activité, vous avez les résultats du SMI et du CIAL. Oui, mais à l'époque, on ne parlait pas encore de clôture des comptes. Oui. C'est pas la même chose, quand même. Si. Non. Quand on présente tous les ans les rapports, effectivement, puisque c'est une obligation, on ne nous présente pas, on ne nous dit pas, l'année prochaine, ce sera clôturé, et puis, voilà, enfin, je veux dire, c'est pas comme ça que ça se passe, vous savez très bien. La clôture, ça change rien. Tous les ans, il y a les comptes annuels en section de fonctionnement, en section d'investissement. Hein. Mais on n'a pas grand-chose dans les comptes si on regarde bien, en fait. Hein. On ne sait pas, par exemple, la rémunération des membres présidents, vice-présidents, etc., des syndicats. On ne l'a pas, ça. Il nous manque tout un tas d'éléments, quand même. Donc, on n'a pas tous les éléments. Ce que je ne comprends pas, monsieur Zélie. Vous dites pas, je sais pas, il y a des gens intéressés, là, quand même, non? Le 28 juin, vous nous avez donné des chiffres. Et là, au mois d'octobre, il y a quand même 1 million de différence entre ces chiffres-là. Comment? Il y a 1 million d'écart entre les chiffres que vous avez donnés le 28 juin et le 10 octobre pour le CIAL et... Oui, le CIAL. Mais le 26 juin, on a donné là, ce sont les résultats définitifs de clôture par le comptable. D'accord. Ce sont les chiffres constatés. Il n'est pas là l'écart du million. C'est pas là-dessus. Non. Entre celui du 28 juin et celui du 10 octobre. Non, pas du tout. Mais non. Non, ce sont les mêmes chiffres. Bien, pas transférer. Nous allons mettre au vote. Qui est contre? 4. Qui s'abstient? Moi, je vote contre. Alors, 5. Qui s'abstient?
Qui est pour? Je vous remercie. La délibération numéro 13, donc, c'est le même type de délibération, mais qui concerne l'assainissement collectif. Donc, essentiellement, le syndicat d'assainissement de l'Empole, de l'Ambitio, Attendez, excusez-moi, avant on votait pour l'AEP, là. AEP et SMI, les deux en même temps. Comme on a parlé du CIAL en même temps, j'ai confondu, excusez-moi, donc moi j'étais pour la délibération 12. On recommence. Excusez-moi, on a mélangé les deux. En fait, l'AEP et la production d'eau potable est dans la même délibération. Donc la délibération 12, tout le monde est d'accord. Qui est contre? 4. Qui s'abstient et qui est pour? Il me fait faire des ratures. Ok, merci. Donc je ne vous relis pas le corps, le début du corps de délibération, puisque c'est le même principe que celui du SMI. Donc il est proposé au Conseil, et pareil, vu la délibération communautaire du 21 novembre, de rappeler que les résultats du budget municipal par de l'Ambitio, constatés avec un résultat de fonctionnement reporté pour un excédent d'1 222 223,97 € et un solde d'exécution de réception d'investissement, un déficit de 176 815,88 €. Rappelez que, s'agissant de l'assainissement, la règle de transfert des résultats budgétaires a été fixée par délibération du Conseil communautaire du 21 novembre 2023, qui fixe à 41% du résultat du budget d'assainissement les montants transférables à la communauté de communes du pays d'Ambitio. Dire qu'en conséquence, le transfert de l'excédent de fonctionnement s'effectuera via un mandat imputé sur le compte 6588 pour 501 515,97 €. C'est la part l'Ambitio, et dire que le transfert du solde négatif d'exécution de la section d'investissement se fera via l'émission d'un titre au compte 1068 pour 72 494,50 €. Et dire que les crédits nécessaires à la réalisation de ces transferts seront inscrits au budget 2024 de la commune. Merci de l'intervention. Non, je vais donner aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Madame Martineau, vous n'avez pas voté. Réfléchis. Réfléchis. Alors je recommence. Qui est contre? Qui s'abstient? Il a levé la main. Bon, qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Le projet de délibération 2014, donc c'est la fixation des résultats de l'exercice 2023 au budget principal. Décision rapportant la délibération du 18 avril 2024, qui est la délibération de l'affectation des résultats avant intégration des résultats que l'on vient de vous présenter. Donc pour mémoire, le 18 avril, vous avez arrêté les comptes de l'exercice 2023, dans le compte administratif et le compte de gestion. Donc un déficit en investissement d'1 366 000, un excédent reporté en section de fonctionnement de 2 752 074 €, sur un solde d'exécution en investissement, un déficit d'1 263 000 et un excédent de fonctionnement au compte 02 de 2 797 970 €. Par ailleurs, il y avait des restes à réaliser, 859 048 € et des recettes en reste à réaliser de 679 496 €. Donc il convient d'intégrer les résultats que nous venons
de valider dans les deux précédentes délibérations, que vous retrouvez dans le tableau qui suit, à savoir le budget principal de la ville, le budget annexe avec le budget du SNI et le budget SIAL, avec les totaux qui sont en bout de tableau. Le besoin net de la section d'investissement est du coût de 2 809 565 €. Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet d'une affectation par l'Assemblée délibérante, soit en report à nouveau, pour incorporer une partie du résultat dans la section de fonctionnement, soit en réserve pour assurer le financement de la section. Donc il est proposé au Conseil d'affecter les résultats comme suit. Reprise du déficit consolidé au compte 01 pour un déficit de 2 797 121 et l'affectation au compte 1068 d'une partie du résultat consolidé de fonctionnement pour 2 809 565 € en fonctionnement. Reprise du solde excédentaire de résultats cumulés de fonctionnement pour 5 727 270 € au compte 02. Il convient donc d'approuver l'affectation définitive des résultats de l'exercice 2023, de rapporter la délibération du 18 avril 2024 et d'autoriser le maire ou son représentant à mettre en œuvre la présente délibération et effectuer tous les démarches dans ce but. En fait, pour faire simple, dans le cadre de la dissolution des syndicats et l'affectation du budget AEP à la communauté de communes, il convient de passer tous les résultats par le budget principal de la ville avant de pouvoir faire les transferts. Des questions. Donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, 3 contre, qui s'abstient, 4 abstentions. Qui est pour? Je vous remercie. La délibération numéro 15 concerne les créances coupables et la mission en non-valeur de créances éteintes. C'est une délibération qu'on passe 2 fois par an. Donc la DGFiP nous a adressé les états de titres irrécouvrables à mettre en non-valeur et des créances éteintes. Les créances concernent les titres de recettes non recouvrés après poursuite sans effet pour un montant de 311,51 € et les créances éteintes correspondent à 1022,83 €. Ce sont des créances de 2020 à 2024 pour 2 particuliers du Finistère, de la commune ayant, après avis prononcé par la commission de surendettement des particuliers du Finistère. Somme globale de 334,34 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'admettre ces produits en non-valeur et en créance éteintes. Donc au compte 6541 311,51 € et au compte 6542 pour 1022,83 €. Donc je le vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Alors, la délibération numéro 16, donc il y a plusieurs délibérations qui se suivent et qui sont de la même teneur. C'est par rapport à un envoi massif en fait de convention par le SDEF qui avait pris du retard dans sa partie administrative. Donc le premier dossier, c'est la mise en sécurité d'un bas d'éclairage à l'avenue Foch. Donc la ville avait sollicité le SDEF pour procéder à la mise en sécurité d'un bas d'éclairage situé au 90 de l'avenue Foch suite à un accident routier. Donc le montant des travaux est estimé à 600 € hors taxe. Il peut être financé bien sûr par le biais d'un fonds de concours de la commune au SDEF. Donc la part à prendre en charge par la commune, c'est le montant hors taxe. Donc il est proposé à Madame le maire, par son représentant, de signer l'avis de convention et d'approuver le plan de financement tel que vous avez le tableau dessus. Je vais mettre au revoir chaque. Oui, il faut le mettre au revoir individuellement chaque convention. Okay. Ouais. Juste dans certaines délibérations, vous parlez
PTC, et je crois que c'est pour la dernière fenêtre, ou la dernière plutôt, mais enfin. On les reverra une à une si vous voulez. Non, mais c'est juste que c'est troublant, parce que c'est 100% du hors-taxe, qui est la partie d'âge, c'est la même chose que de dire que c'est 100% vous parlez, mais. C'est pour la 18, la délibération 18. Modalité de calcul de la participation communale, même si vous mettez 100% du PTC, alors qu'avant, vous mettiez 100% du hors-taxe, de toute façon, c'est la même chose. Si on prend 100% du hors-taxe, c'est 100%. On vérifiera. Mais bon, ça. Oui, vous avez raison. Oui, je vais voir une différence. C'est bon, on vérifie. Mais c'est la même chose dans le visa. Oui, c'est ça. Oui. Donc là, je Des vais montagnes, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Donc la deuxième, enfin la suivante concerne une mise en sécurité d'un luminaire d'éclairage public rue de la Grotte. Donc on avait sollicité également le SDEF de la Grotte. On a des luminaires qui sont un peu spécifiques. C'était des lanternes puisqu'on est dans le cadre d'un périmètre protégé. Et en fait, Avec les tempêtes, elles étaient décrochées des bâtiments. Donc, il a fallu remettre ça en état. Donc, le coût de 275 € de taxe à prendre en charge par la ville. Donc, c'est le même type de convention. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. La suivante, c'est un pas d'éclairage public boulevard de la République au 21 exactement, suite à la tempête Siam. Donc, pareil, hein, donc des travaux estimés à 250 €. En effet, c'est là qu'il y a la part communale, à mon avis, il y a une petite erreur dans le texte. C'est bien 250 €. Donc, pareil, à vérifier, oui. Mais on le prend. Je le vois. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La suivante, on est rue des Châtaigniers, donc réparation également sur le réseau, donc des travaux à hauteur de 450 € hors taxe, donc c'est la part communale. Donc là, c'est la même chose, je vais au voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, merci. La suivante, il s'agit de rue Général Mangin. Alors, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a la rue Général Mangin, mais ça va aussi jusqu'aux 10 rues de la 2e DB. Donc, des travaux, on a également donc, des réparations à faire. Donc, à hauteur de 450 € hors taxe. Donc, la part communale, donc c'est le montant hors taxe de la convention. Je mets de nouveau aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, merci. Et la dernière qui est la plus importante, donc c'est le remplacement d'un câble au niveau de l'éclairage public qui est situé au numéro 1 de l'avenue Maréchal Foch, donc tout en bas, qui démarre et qui va jusqu'au pavillon du tourisme. Donc c'est un câble qui est dégradé. Donc la hauteur 40 000 € participation communale. Alors il est bien entendu autant les autres réparations vont passer en budget de fonctionnement, autant les 40 000 passeront en budget investissement vu le montant. On est quand même sur du long terme. Voilà. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Alors, donc le SDEF nous fait savoir que dans son prochain marché, on n'aura plus ce genre de convention, puisqu'ils vont l'intégrer directement. Hein, quand il y a des réparations, ça évitera d'être obligé de passer tout ça ligne par ligne. Et pour eux aussi, parce que
En fait, c'est tout un travail imaginé. Il y avait encore des restes de la tempête Ciaran là-dedans qui nous arrivent au mois de juillet, au mois d'août. Bon, voilà. Donc, ils intégreraient ça au prochain marché. Voilà. Pacte fiscal 2024-2026, donc une demande de fonds de concours, projets communaux auprès de la communauté de communes. Donc, doté de 300 000 € par an, soit 900 000 sur la période 2024-2026, la part dédiée à la commune de Landivisiau en fonds de concours s'établit à 103 341 € sur la période. Donc, l'assiette des dépenses éligibles au fonds de concours comprend le montant hors taxe des travaux, ainsi que le montant des dépenses de maîtrise d'ouvrage, contrôle technique, coordination, sécurité, ingénierie, etc. Le fonds de concours alloué à la commune ne peut pas dépasser 50% du reste à charge de la commune, après prise en compte des autres financements. Par ailleurs, le montant total des dépenses de subventions perçues à la commune ne peut être supérieur à 80% du montant taxe du projet. Dans le cadre du pacte fiscal 2024-2026 approuvé à l'échelle de la SCPL, il est proposé donc la sollicitation du fonds de concours projet communal à hauteur de 103 441 pour le projet de réhabilitation et extension de la bibliothèque. Le projet, on a fait un petit CV pour la demande. Donc, l'idée, c'est de venir compléter les subventions. Il y avait une CIL 2022, une DETR 2023, le pacte Finistère 2030 pour l'année dernière. Donc, il viendrait s'ajouter les 103 000 de la CCPL pour ce dossier de bibliothèque. Donc, vous avez le pourcentage, ça fait que 3% du montant du projet, et il reste 68% dans tous les cas à la charge de la commune, donc on est loin des 80%. Donc, il est demandé au Conseil de demander à la communauté l'attribution de ce fonds de concours pour 103 341 €, d'approuver le plan de financement prévisionnel tel que ci-dessus. Donc, je mets au voix. Juste une petite question. Dans le pacte financier, on avait des montants qui étaient alloués pour l'ensemble du fonds de concours, mais on n'avait pas lu, il ne me semble pas, la part de Landivisiau, comment ça a été calculé. Si, il y avait la part. Ouais, il y avait une ligne 103 000. En fait, c'est un montant calculé par de distribution calculé par la communauté. Et on avait eu ça, parce qu'on avait eu dans le. À l'instauration du fonds de concours. Ouais. C'était pas le dernier conseil communautaire, il me semble que c'était celui d'avant. La signature du pacte. Ouais, je sais pas. Ouais. Il me semble que c'était celui C'était la signature du pacte fiscal financier. Ouais, c'est ça. Ah oui, Il n'y a pas le choix. C'est un montant défini par commune. C'est d'ailleurs pour ça que on l'a voté au terme du conseil communautaire pour une commune. Oui, je sais bien, mais c'était pas dans le pacte fiscal et financier, c'était une délibération du conseil communautaire. Ah oui, c'est une délibération du conseil Et communautaire. ça n'était pas, ça ne faisait pas partie d'une annexe du pacte fiscal. Ah, ça en fait dans le pacte fiscal et financier. Si, il y a forcément des sols. Choix, bah oui. Donc, je mets au voix. Qui s'abstient et qui est pour? L'unanimité, merci. Donc la délibération suivante est dans le même style, c'est une demande de fonds de concours projets communaux à portée intercommunale auprès de la communauté de communes. Donc c'est également ce qu'a mis en place la CCPL donc pour la période 2024-2026. L'assiette des dépenses éligibles comprend le montant hors taxe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des travaux, mais également des dépenses de maîtrise d'ouvrage. Dans le cadre du pacte fiscal approuvé à l'échelle de la CCPL, donc il est proposé la sollicitation d'un fonds de concours projet communal à portée intercommunale d'un montant de 50 000 pour le projet de restructuration des équipements d'athlétisme du site de Thiès-Dévers. Donc le projet, alors on avait présenté d'abord la délibération sur l'ensemble des complexes et la CCPL nous a demandé de prendre un équipement et de mettre la subvention sur un équipement.
Sur la communauté de communes, Il n'y a pas d'autre piste d'athlétisme, donc elle est automatiquement de portée intercommunale. Vous comprenez le choix de la piste d'athlétisme et des équipements d'athlétisme. Donc, le projet, niveau de classement visé, le régional complet, suivant le référence de la Fédération française, donc les travaux prévus dans les ateliers d'athlétisme, donc un couloir supplémentaire sur la ligne droite, déplacement de l'atelier de son longueur, 2001 pour avoir une rivière de steeple, le lancer de javelot sur la perche, lancer de poids sur un revêtement stabilisé, sur en hauteur, lancer de javelot, déplacement de la cage de lancer sur le terrain football annexe. Donc pour la course, la ligne droite 8 couloirs, les anneaux 6 couloirs, une tour de chronométrie, la longueur de la ligne droite 140 mètres, rivière de steeple avec bouche d'arrosage, remplissage et vidange connecté au réseau EP, les différents sauts, hauteur, perche, longueur et triple saut, les lancers, javelot, poids, marteau et disque, et donc avec les différents équipements et revinements considérés. Donc tout ça pour un global d'1 182 000 hors taxe. Donc on a une demande DETR 2024 220 000 qui est affectée sur ce dossier. Donc l'idée donc c'est de profiter du fonds de concours CCPL à hauteur de 50 000 pour venir compléter le niveau des recettes en termes de subventions, bien que on n'en demande pas d'autres. D'ailleurs, Madame le maire en a fait part en préambule du conseil municipal, des subventions qui avaient déjà été demandées, en particulier auprès du pacte Finistère. Donc alors, le calendrier prévisionnel, c'est aussi par rapport à la demande. Donc il est proposé de demander à la communauté de communes l'attribution de ce fonds de concours, projet communaux à portée intercommunale, pour un montant de 50 000 € et d'approuver le plan de financement tel qu'il est indiqué ci-dessous. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Donc la délibération 2024 qui reprend une grande partie de ce qu'on vient de dire, puisque c'est la décision modificative où il nous faut intégrer tous les résultats du budget AEP, SMI et SIAL avec quelques ajustements budgétaires. Donc, décision équilibrée à hauteur de 2 092 274 en fonctionnement et à 489 666,27 € en investissement. On rend compte donc la vue d'ensemble des excédents et des déficits des budgets eau, assainissement et ciel à transférer dans le budget principal 2024. Donc, on vient de le voir précédemment dans les autres délibérations. Avec la répartition telle qu'elle a été votée au niveau de la communauté de communes, à savoir 30% qui est reversé à la CCPL au niveau du budget AEP, soit un montant de 167 672. 1 192 000, c'est la totalité du résultat de clôture au niveau du SMI. 428 621, c'est le résultat de clôture, soit 41% du résultat du SIAC. Donc, auquel il conviendra de rajouter un besoin d'investissement supplémentaire de 273 000 €, dont le terrain stabilisé derrière la salle de carburant, mise à disposition des scolaires, donc qui sera faite par entreprise pour un montant de 130 000 €, et 73 000 sur le programme annuel de voirie. Enfin, 40 000 qui concernent donc les conventions avec le SDEF pour le remplacement du câble, qui passera en investissement, qu'on a vu également dans l'année précédente, et 30 000 au titre de la végétalisation des allées du cimetière. Et Madame le maire vous a donné le montant qui a été affecté à la première tranche, 21 000 €.
Donc, des virements de crédit entre chapitres budgétaires au sein de l'enveloppe annuelle d'investissement. Ces ressources supplémentaires, 100 000 € à peu près d'économies sur l'électricité et le gaz qui nous permettront d'aider à financer les 273 000, sans mobiliser d'emprunts supplémentaires. Donc, comme je vous l'ai indiqué, équilibre en fonctionnement à 2 092 000, équilibre en investissement à hauteur de 489 000. Il est donc proposé au Conseil d'approuver la décision modificative numéro 3, telle qu'elle vous a été présentée, et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions utiles à l'exécution de la présente délibération. Donc je mets au voix qui est contre. 3 contre. Qui s'abstient. 4 abstentions. Qui est pour. Je vous remercie. Monsieur Michel, c'est merci. Donc, délibération numéro 25, ouverture des commerces le dimanche, dérogation à la règle du repos dominical, année 2025. Depuis le 1er janvier 2017, les commerces de détail non alimentaires qui emploient des salariés peuvent ouvrir de façon ponctuelle selon la législation suivante. 5 dimanches par an sur décision du maire prise après avis du conseil municipal, jusqu'à 12 dimanches par an sur décision du maire lorsque le nombre de ces dimanches excède 5. La décision du maire est prise après avis conforme de la communauté des communes du pays de l'Antiquité. La liste des dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. La dérogation est collective, aucune demande de dérogation n'est à formuler par les commerçants. La liste des dimanches proposée dans le cadre de la dérogation à la règle du repos dominical a été établie en concertation avec l'Union commerciale Landy-Commerce. Donc pour l'année 2025, la demande de dérogation porte sur les dimanches suivants: le 12 janvier, le 2 février, le 9 février, le 29 juin, 13 juillet, 20 juillet, 27 juillet, 26 octobre, 7 décembre, 14 décembre, 21 décembre et 28 décembre. Donc il est proposé au conseil municipal d'appeler la demande de dérogation sur les dimanches précités et de solliciter l'avis conforme de la communauté commune du pays de Montdidier. Y a-t-il des questions? Donc je le vois. Qui est contre? Qui s'abstient? 2. Qui est pour? Je vous remercie. Délibération numéro 26, donc coloration de façade, attribution de subventions. Donc il est proposé au conseil d'attribuer les subventions comme ci-dessous. Donc Madame Beauvau, Brigitte, pour effectuer des travaux d'amélioration de la façade de son immeuble, 44 rue d'Atoudovien, pour un montant de 2 916,76 €. Donc elle peut prétendre à une subvention au taux de 20% sur un montant plafonné à 2 286,74 €, soit 457,35 €. La société Inouza, représentée par M. Puron et Mme Le Corvette, ont effectué des travaux d'amélioration de façade commerciale à rue Joséphin Udy pour un montant de 1 860 €. Donc ils peuvent prétendre une subvention au taux de 20% sur un montant plafonné à 1 524,49 €, soit 304,90 €. Et Mme Lebras Marie-Françoise a effectué des travaux d'amélioration de sa façade au 22 rue du Général de Gaulle pour un montant de 17 616,12 €. Elle peut prétendre à une subvention au taux de 20% sur un montant plafonné à 2 286,74 €, soit 557,35 €. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, vous aussi. Monsieur Morin. Commission foncier, délibération 27. Échange de terrain donc, sur la commune de Pont-Bourgmestre entre la ville de Montdivision et M. Jean-Michel Tréhache, donc pour le dit qui on peut peut-être afficher le petit croquis qui est en annexe. Ça va peut-être plus simple. Merci. Donc c'est pour près du champ de course. Donc
la ville est propriétaire donc d'un terrain de 4 parcelles, on avait en jaune, hein, l'original c'est en jaune, 3 hectares, 30 380 mètres carrés, et donc qui sont cultivés par Jean-Michel Criache. Et donc la partie qui est en dessous appartient, donc en rose, appartient à l'émission Divisio pour 13 056 mètres carrés. Il est proposé de régulariser un échange donc, qui a été validé verbalement aux environs des années 2000. Donc aujourd'hui, il s'agit de faire un acte notarié pour le régulariser. Donc on ferait l'échange de ces 2 îlots tout en diminuant le terrain nord donc, de 3 hectares de 2000 mètres carrés. Et donc du coup, on ferait l'échange entre 2 hectares 83, soit 80, c'est ça, entre 1 hectare 30, 56. Donc les frais seraient pris en charge par Jean-Michel Criache. Et du coup, on régularise et chacun retrouve ses durées. Et donc là, on peut voter si on est d'accord. Donc je mets au voix qui est contre. Est-ce qu'il y a un vraisemblable quand même de rester comme ça dans des situations abracadabrantes pendant 24 ans? C'est quand même assez fou. Et d'autant plus que l'agriculteur, M. Créache, comme vous disiez, M. Maury, finalement, vous nous avez dit en commission, qu'il ne cultive même pas lui-même, qu'en plus il a fait un bail de location à quelqu'un. C'est quand même une histoire de. En fait, on l'a découvert. On régularise, donc 25 ans, 25, peut-être 26, je ne sais pas. Déjà, on va bien nous dire. Bon, ils sont d'accord, on est d'accord sur la chose et le prix, on régularise. Le principal, c'est que tout soit clair. Voilà. Et après, il y a peut-être d'autres qui pourraient être creusés à fond. avant, ça se faisait comme ça. Donc, je vais mettre au voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, merci. Et la délibération 28, il s'agit donc de les 2000 mètres carrés qu'on a réservés, c'est en vue de la construction d'un réservoir à eau potable afin de sécuriser l'approvisionnement de la zone hiverne. Donc, c'est peut-être un projet à long terme, néanmoins, se réserve ce terrain et on propose de le vendre à la communauté commune pour faire ce réservoir. Donc, au prix estimé des domaines, donc 1640. Donc, les frais seraient supportés par la CCPF bornage et acte notarial. Donc, je mets au voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Alors, je voudrais vous rappeler la date du prochain conseil municipal que vous notiez bien tous dans les agendas. Ce sera le 12 décembre 2024. Mais il y aura d'abord à 18h une réunion d'information sur le PADD du PNVH, à 18h jusqu'en à peu près 18h45, et à 19h, nous ferons le conseil municipal. Et le débat aura lieu lors du conseil. Et les gens peuvent être disponibles pour venir écouter avec l'intervention de Yannicka de la communauté de commune, spécialiste du. Donc voilà, je voulais que tout le monde soit disponible et que tout le monde entende la vie. Deux petits points avant tout l'heure. Donc, je voudrais vous rappeler aussi de vous inscrire pour la collecte de la banque alimentaire. Ça vient vite, c'est le 22 novembre. Et le 23 novembre, pour votre information, les personnes qui s'occupent de la banque alimentaire avec de l'antivisio seront obligées de venir remplir les rayonnages au moins 2 fois par semaine parce qu'il y a beaucoup de familles en difficulté. Donc je compte sur votre bon sens et votre aide. Voilà. Madame Kless, j'aurais une petite intervention à faire. Sur le PV du conseil municipal du 27 juin, moi-même et Florian Desmond, nous avons été mis pas absents, pas présents,
Donc, je sais pas, on vous a oublié, alors peut-être que vous avez suivi, qu'on soit pas là, mais on était là, parce que je suis intervenue, et qu'il y a même des reprises de mes interventions dans le PV. Donc, je suis tombée par hasard en regardant le compte rendu. Donc, je ne sais pas si c'est possibilité de rectifier. Et sinon, nous avions. Hein? Oui, d'accord. Et donc, sinon, j'avais une question justement par rapport au pacte fiscal et financier de la CCPL. Il y avait un petit paragraphe sur les taxes sur les logements vacants. Normalement, l'instauration de cette taxe devrait intervenir en 2025 et les conseils devaient délibérer avant le 1er octobre de l'année N1. C'est-à-dire 1er octobre 2024. Et je suis surprise parce qu'il n'y avait pas eu de délibération à ce sujet. C'est pour les communes désirant l'instaurer. D'accord. Donc ça veut dire que l'ambition n'est pas enclin à ce genre de mesure. Le sujet n'a pour l'instant pas été évoqué au niveau de la mise de l'ambition. Il le sera peut-être un jour. Mais... Parce qu'il n'est pas fait en 2024 où il y a une grosse crise du logement, il ne sera jamais fait. Bah oui. Bon, il va être temps de réagir. Ça ne pourrait pas justement inciter les gens peut-être à les indivisions compliquées à se régler peut-être plus rapidement si je des taxes supplémentaires, je ne sais pas. Ça peut. Les indivisions compliquées, je ne suis pas sûr que ça aide. C'est souvent ça le problème. Après, le taux de logement vacant a quand même été fortement réduit au niveau de la ville. Alors, par contre, on a des immeubles très anciens qui sont occupés. Ça, c'est une autre chose. Hein. On est plus sur du réaménagement urbain plus important. Mais en logement digne de ce nom habitable, vacant aujourd'hui, il y a plus beaucoup. D'ailleurs, on a recensé avec tous les logements classés au niveau de la taxe foncière 6, 7 et 8, et on a découvert que plus de 230 logements qui étaient classés dans ces catégories-là sont occupés aujourd'hui. Ils ont l'électricité. Ils ont l'eau, l'électricité et l'assainissement. Donc, vous voyez, c'était des logements qui étaient déclarés vides ou vacants. Et elles vont rentrer en fiscalité en 2025. Le travail qui a été fait par les impôts. D'accord. Concernant la journée de samedi, est-ce que pour la concertation, moi je suis quand même très surprise que concernant la commission projet urbain, je pense que la place de l'église, l'aménagement de cette place fait partie d'un projet urbain. Je ne comprends pas bien, par exemple la gendarmerie c'est pareil, ça fait partie de projet urbain. Comment se fait-il qu'on n'en parle pas au niveau de ces commissions? Au niveau de la concertation et de la place de l'église, ça a été, j'en avais parlé en commission de travaux. Si vous avez été évoqué en commission de travaux, en effet, moi j'ai donné les dates d'ailleurs. Avant les travaux, il y a des projets, donc si on parlait au niveau des projets urbains. C'est pour ça qu'il y a la réunion de samedi. La réunion de samedi, c'est une feuille blanche. Non, mais c'est pas pour ça, madame. Ce que je vous dis par là, c'est un véritable travail qui a été fait au niveau des écoles, un véritable travail qui a été fait en lien avec la CCI au niveau de tous les commerçants. L'école, je parle de l'école de la rue d'Arfort, puisque c'est celle-là qui sera le plus impactée. Et ensuite, nous demandons l'avis aux languisiens qui sont intéressés pour l'aménagement de la place de l'église. Donc c'est une feuille blanche, vous n'allez pas arriver là-bas, il n'y aura pas un plan, hein. C'est un but. D'accord. Est-ce que vous allez de donner votre idée? C'était quelque chose qui était inscrit dans la maîtrise d'œuvre, dans l'appel d'offres à la maîtrise d'œuvre. Oui, ça a toujours été. Ça a toujours été, quand on a attribué, et M. Robert fait partie de la commission d'appel d'offres, ça faisait partie du cahier des charges du cabinet de maîtrise d'œuvre. Donc la concertation a toujours été prise. Pareil que pour Pièce-Belle, pareil que pour Cazura, on a toujours demandé à toutes les personnes intéressées. Et on a préféré le faire par un cabinet. D'ailleurs, vous dites
que, je crois que c'est dans le compte rendu du bureau municipal, vous dites que le COPIL s'est réuni. Qui fait partie du COPIL? Il y a le cabinet, il y a les services, et il y a le cabinet, les services et les élus. D'accord. Alors, ouais, justement, dans le même sens que ça, effectivement, c'est très gênant. C'est très gênant. Je peux finir. Je vous le dis, c'est une page blanche. Non, non. Non, enfin, il faut arrêter. Par rapport à attendez, C'est pas possible. j'ai pas fini. Par rapport à l'organisation, je pense qu'une concertation, ça s'organise, ça se fait pas comme ça. Quelle est la publication qu'il y a eu? Vous auriez peut-être pu attendre que le Lantimag, le prochain, soit publié pour pouvoir donner une date que tous les Landivisiens, vous soyez sûrs qu'ils aient l'information. Là, c'est via la presse, c'est via... Il y a bien à voir que dans la presse, il me semble... Enfin, tout le monde n'est pas abonné au Télégramme. Je ne crois pas que Weston s'est fait quoi que ce soit. Sous les réseaux sociaux, les tout le monde ne va pas les panneaux d'affichage en ville. Voilà. Et de toute façon, la date a été choisie en fonction du cabinet, parce que le cabinet, il n'est pas disponible comme ça. Donc après, c'est à la ville de s'adapter aussi. La ville est cliente, donc Ouais, c'est la c'est ville qui propose des dates. Ils n'ont pas choisi Ah bon, on ne pas choisi dans les mairies non plus. Vous qui êtes donateur, non, mais je suis de. Monsieur Saliou, ne pensez pas à ma place. Moi, je suis très contente. Vous n'écoutez jamais quand on vous pose. On a demandé l'avis aux gens pour la salle de sport, on a demandé l'avis aux gens pour le programme de chef de lettres. Quand les personnes sont impactées, on demande toujours. Il suffit de se promener en vidéo, vous aurez toutes les questions et vous pourrez donner les réponses. Faites vos courses à l'individu et vous aurez beaucoup de... Faites quoi? Faites vos courses à l'individu. Je le fais. Je ne crois pas beaucoup dans les commerces. Donc non, là, je pense que ça décharge. Alors là, on va revenir à la commission urbanisme. On n'en a pas parlé parce que le matin même, vous avez reçu un mail comme quoi les 3 jours de concertation étaient prévus le 10, le 11 et le 12. Donc, je suis arrivé le matin même. Ensuite, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas de projet pour pas commenter aujourd'hui. Bah non, mais c'était pour l'organisation de la concertation. Je pense qu'on aurait dû avoir une discussion en commission. On va sortir de l'enquête et la concertation. On va commencer à avoir quelques directions. Ce qu'on va faire, ce qu'on ne va pas faire, ce qu'on ne veut surtout pas faire. Voilà. Et puis là, on pourra en débattre. Mais pour l'instant, je vais commencer un projet qui n'existe pas. Un projet qui n'existe pas. Pour une concertation qui soit réussie, il faut que les gens soient vraiment tous au courant, tous les habitants. Parce que juste, pas les gens qui vont sur les réseaux sociaux, qui sont abonnés au Télégramme, et voilà. Je suis le meilleur moyen de pas réussir une je ne vous concertation. ai pas dit le 1er octobre au soir, on va garder le monument Nord ou on va le supprimer. Mais je n'ai pas dit ça. Ben si, mais comment voulez-vous que je présente un projet dans la généralité qui ne pas Donc, si vous voulez aller à la concertation, vous donnez votre avis. Puisqu'on est quand même un petit peu dans une conduite de projet, est-ce qu'on aura une discussion sur un avant-projet? On aura l'occasion d'en reparler, ça c'est certain. je pense qu'à l'issue de la concertation, le cabinet va faire une phase APS. On va bien voir. Et à partir de cette phase APS, la discussion s'ouvrira. On en reparlera. Alors, j'aimerais intervenir parce que on m'a coupé la parole tout à l'heure, donc j'aimerais bien intervenir quand même un petit peu. Ouais, je pense que ça va être plus simple, même d'être debout si tu peux pas. Moi, juste une question dans le COPIL, puisqu'on a eu la chance de le croiser, mais vraiment par hasard, ils étaient en ville. Qui de la commission urbanisme fait partie du COPIL? Il y a Yvan. Oui, enfin, l'élu, enfin l'adjoint. Oui. Mais et les autres, à quoi ils servent? À quoi ils servent? Mais là, pour le moment. Non, mais non, c'est pas pour le moment. On constate quand même que dans un comité de pilotage, pour un projet d'urbanisme de grande importance quand même pour la ville, on est bien d'accord, hein, et bien on retrouve l'adjoint à la culture, j'ai rien contre toi Daniel, hein, on est d'accord. On retrouve la directrice de des affaires culturelles, mais Ah oui, parce que c'est. Il y a l'aménagement également. l'aménagement des bibliothèques. Et la commission urbanisme fait quoi là-dedans? Et la culture, quand même. Mais Non, les deux, attendez, on est Mais évidemment. mais quand même.
quand même, enfin, c'est un copil, honnêtement, je sais pas comment il a été constitué, ce copil, mais à mon avis, stratégiquement parlant, c'est zéro, quoi. Vraiment. Mais... Ah bah là, c'est zéro. Maintenant, autre chose. Je pense que vous nous avez donné effectivement le calendrier. Alors, sincèrement, le calendrier, c'est au lance-pierre, hein, même intraveineuse, hein, parce que on est quand même sur les concertations 10, 11 octobre et 12 octobre, concertation grand public. Alors, c'est vrai qu'on l'a appris de façon très fortuite il y a 5 jours. Hein. Voilà, vraiment, de façon fortuite. Non, mais vraiment. Enfin, on est élu dans la commission travaux d'urbanisme. Le bureau municipal, c'était marqué. Ouais, il y a à peine 10 jours. Maintenant, autre chose. Le 29 octobre à 14h, c'est le copil, donc retour sur les concertations. Alors déjà, moi j'aurais une question, c'est que je voudrais à minima que sur le retour sur les concertations, on puisse à minima avoir la commission urbanisme dedans. Ça, c'est vraiment le minimum que vous puissiez faire. Autre chose, j'ai pas fini, Madame Martineau, je ne vous ai pas coupé tout à l'heure. 29 octobre, 14h, le copil. Le 4 novembre, lancement de l'APD selon les conclusions du copil. C'est-à-dire 3-4 jours après, vous avez conclusion et là vous faites l'avant-projet définitif. Il faut le lancer. Attendez. Les cabinets, ils veulent faire. Alors, non mais... C'est le lancer. Non mais il est formidable, ils bossent le week-end, ces gens-là, c'est extraordinaire ça. C'est lancer. Un avant-projet, non, attendez, un avant-projet définitif, l'APD, avant-projet définitif, c'est déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme, d'arrêter des plans, coupe, façade, dimension de l'ouvrage, ainsi que son aspect, définir les principes constructifs, les matériaux, les installations techniques, d'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés, de permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme, de permettre l'établissement du forfait des rémunérations dans les conditions prévues du contrat de maîtrise d'œuvre. Ça, en 4 jours, ils vont nous sortir tout ça. C'est extraordinaire. Moi, vous avez un cabinet, alors là, champion. Non, vous nous prenez pour des imbéciles. En fait, tout est déjà dans les tuyaux. Non, bah si, tout est déjà dans les tuyaux, mais c'est évident. C'est comme ça que vous travaillez tout le temps. Vous avez connaissance du nombre de personnes qui travaillent sur le sujet, monsieur? Non, mais pas. On risque pas de savoir, on est associé à rien du tout. On vous demande depuis le début sur tous les projets, je m'excuse, c'est très important. On demande depuis toujours sur tous les projets importants que tous les groupes de conseil municipal puissent être associés. Vous faites tout et particulièrement, je m'excuse, monsieur Salou, j'ai pas fini, et particulièrement depuis que Madame Claes est en place et maire de l'Andivision. Je suis désolée, c'est la réalité. Il y a encore moins de travail en commun. Il n'y a aucune association à rien. On nous met devant le fait accompli. Et vous n'allez pas nous faire croire que sur un dossier aussi important, au vu du calendrier que M. Philippot a donné, que les choses ne sont pas déjà dans les tuyaux. Franchement. Non, c'est ce à quoi Atlas s'est engagé. Oh, mais non, mais c'est pas eux qui sont les décideurs, c'est nous. C'est les élus du conseil pour finir. C'est pas les Atlas, le cabinet, c'est pas eux qui décident. C'est un prestataire. C'est ce que Atlas a donné comme date, donc c'est à eux d'assurer le travail après la concertation. Eh bien, il y aura des allées et venues peut-être, mais voilà, un APD, ça se travaille. Ben oui, bien sûr, mais donc, avec tout le monde. Voilà. Eh bien, dans ce cas de figure, la maîtrise d'ouvrage, donc qui est la commune, peut très bien dire, on prend un temps parce qu'on a besoin de réfléchir et de concerter un peu plus. Voilà, ça c'est le minimum que vous puissiez faire. Vous pouvez pas faire ça comme ça. C'est pas sérieux. C'est pas possible. Non, il faut qu'il y ait un avant-projet sommaire et qu'on soit. Bah oui, c'est pas possible comme ça. C'est un minimum dans tout le projet. Parce que le 4 novembre, c'est le début du travail. Ah non, APD. Alors attendez, je reprends vos propos. Le 4 novembre, lancement de l'APD selon conclusion du copil. Lancement. Non, mais et le 13 décembre, donc ça veut dire qu'en 4 jours, ils vont se dire, bah voilà, on va prendre tout ce que vous avez proposé, et puis on part là-dessus. Bah, ils vont commencer à décider. Pas une seule seconde. Et ils vont chiffrer, et après, il y aura la discussion pour savoir ce qu'on fait. J'y crois pas une seule seconde, c'est pas possible. Ah bon? Bah, non, c'est pas possible. Avec des cabinets, non, bah, je fais que ça. Sans blague. De toute façon, non. Et après, par rapport à la concertation de samedi, effectivement, ça a beaucoup circulé sur les réseaux. Il y aura énormément de monde. Tant mieux. D'ailleurs, il faut remercier M. Rivière qui a convié très gentiment les associations d'anciens combattants. Donc c'est très très bien. Donc ils seront là. Ils n'ont pas tous apprécié, cela dit. Après, vous verrez avec eux. Hein. Mais donc ça ramène quand même pas mal de monde, ce qui est assez amusant. Hein. Donc il y a plein d'avis complètement divergents. Après, peu importe, j'ai envie de dire, nous, très clairement, notre position, si on peut effectivement mettre ce monument mort beaucoup mieux valorisé ailleurs,
ce serait pas plus mal. Voilà. Maintenant, concertation, ce sera un plus de se positionner, quoi. Maintenant, je ne suis pas certain, je suis même malheureusement presque sûr, qu'en fait, malgré la concertation qui puisse se faire samedi, malgré peut-être l'avis plus que favorable à déplacer ce monument aux morts, je ne suis pas certain que vous les écoutiez. Voilà. Et ça se limite pas au déplacement. Non, évidemment, on est bien d'accord. On est d'accord. Non, c'est clivant, ça. Non, mais personne n'a parlé des pots de fleurs qu'on mettra sur près de la médiathèque. Je veux dire, ça, les gens, on sait bien qu'il y a eu le chemin de déambulation, et puis, enfin, ça, on le sait. On le sait. Ben oui. Non, mais ce qui est clivant pour le moment, il faut le reconnaître, c'est quand même le monument aux morts. C'est ça qui clive les gens. Voilà. Ben si, bien sûr que si. Pourquoi vous faites rameuter comment dire, les associations d'anciens combattants, alors, franchement. Ce sont des Langusiens comme les autres. C'est pour la bibliothèque. C'est pour la médiathèque. On en a juste parlé en réunion, ils étaient tous d'accord que je les prévienne lorsqu'ils pouvaient parler aussi, enfin parler ou écrire aussi. Par contre, moi je suis surprise par rapport aux commerçants, parce que vous allez les voir dans les commerces. Non, c'est pas nous qui allons les voir, c'est Atlas. Avec la chambre de commerce. Vous allez demander mais d'accord. Alors, des gens qui travaillent ces jours-là, quoi. Donc, ils ont fait un calendrier, ils ont planifié en fonction des disponibilités des commerçants. Et même dans le COPIL, ce serait intéressant qu'il y ait le président de l'Union des commerçants dans le COPIL. Hein. Je veux dire, après tout. On vous tiendra au courant de toute façon. Oui, j'espère. Il est déjà fait, madame. Votre copine, il existe déjà. Mais oui. C'est pas. Là, on vous demande. Je ne vous cache rien et je mens. Eh bien, si, la preuve. Il est 19h47, le conseil est clos. C'est de la mascarade. 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 C'est pas du mensonge.